Merci beaucoup. Merci pour tout ce que j'ai entendu cet après-midi. J'ai pas pu être là malheureusement ce matin. Effectivement, c'est comme journaliste que je prends la parole là. Je ne suis pas forcément très légitime à parler de ces questions, donc je ne suis pas un spécialiste, sauf qu'évidemment, quand on parle d'école, on se considère tous comme spécialistes, puisqu'on y a tous passé beaucoup de temps. Donc, pour préciser les choses, c'est aussi comme élève, comme ancien élève que je parle. C'est évidemment aussi comme parent d'élève, comme père de deux enfants qui ont connu un curriculum, qui le connaissent encore. Ma fille a 22 ans, elle est étudiante en école d'art à Bruxelles, et mon fils vient d'entrer en seconde. Comme parent d'élèves engagé au sein de la fédération de la FCPE depuis l'école maternelle, qui m'a donné l'occasion d'observer le fonctionnement de ces institutions à travers différents rendez-vous plus ou moins formels jusqu'au conseil d'administration de ces établissements. C'est aussi évidemment, je l'ai dit, comme journaliste, c'est comme enseignant, puisque j'ai terminé récemment cette année comme professeur associé à l'école des hautes études en sciences sociales où j'ai animé un séminaire. Et je voudrais préciser que j'ai toujours tenu, comme journaliste, à avoir une petite activité d'enseignant à côté de mon métier, parce que ça me semble extrêmement important. J'ajouterai une autre qualité, un autre titre auquel je parle plus tard. Ce par quoi je voulais commencer, c'est un peu... Je m'excuse par avance du caractère un peu décousu de mon propos. Je ne suis pas un adepte des plans 2 parties ou 3 parties. Je crois que j'aurais été de ce point de vue plus à l'aise dans l'enseignement américain ou anglais, où on peut écrire des essais avec un certain nombre de points qui se succèdent. Le premier point que je voulais aborder, c'est celui d'un problème épistémologique, au fond, puisqu'on parlait de savoir, de connaissances. Ce qui m'y a fait penser la dernière fois, c'est en entendant un journal de France Info, hier soir dans ma cuisine, où j'entendais une journaliste parler de ce qui est actuellement discuté à l'échelle de l'Union européenne et qui s'appelle la taxonomie verte. Et cette journaliste s'est crue obligée d'expliquer à son collègue qui était avec elle dans le studio que ça n'avait rien à voir avec l'empaillage des animaux, la taxonomie. J'ai vu là quelque chose d'assez révélateur dans le fait, au fond, que on ne sait pas ce que c'est qu'une taxonomie ou une taxinomie, on peut dire les deux en français, alors qu'en fait, à l'école, on fait que ça, apprendre à ranger les choses dans des taxonomies ou des taxinomies, à faire des plans en 2 ou 3 parties. Et on a tendance à l'école, de la maternelle à l'université, à confondre la réalité, le monde, et puis les connaissances sur la réalité ou sur le monde telles qu'on les organise, telles qu'on nous propose de les apprendre. Et en fait, on nous invite rarement à réfléchir, j'ai entendu ce mot de réflexivité qui me paraît absolument central, à réfléchir à la manière dont tout ça constitue des opérations d'objectivation et que c'est à travers ces objectivations qu'on peut accéder à cette réalité, à ce monde, la connaître, la comprendre. Je ne vais pas faire ici un semblant de cours de philosophie. Mais ce qui me semble important, c'est que l'école fait comme si, au fond, cette activité ne se faisait pas, ne se pratiquait pas, ce qui est un gros problème et un gros handicap pour certains types d'élèves en particulier, qui jamais, au sortir de l'école, n'auront réalisé qu'il y avait une différence entre la vérité telle que imprimée dans un manuel scolaire et puis la réalité du monde. Je crois que ce problème épistémologique, il est vraiment au cœur d'un découpage aussi entre disciplines, évidemment. On en a parlé, on a bien vu les problèmes que ça pose pour penser une question comme celle du climat aujourd'hui. Il n'est pas propre à l'école, ce problème de discipline, on le connaît dans le journalisme, où il s'agit de rubriquer, et ça pose de plus en plus de problèmes également. Mais ce problème disciplinaire, là aussi le mot est important, n'est pas anodin au fond. Je crois qu'il est très lié à la question de la formation des enseignants. On l'a entendu tout à l'heure encore, le recrutement des enseignants passe d'abord et avant tout encore par la reconnaissance de compétences de savoir, bien plus que par d'autres types de compétences. D'ailleurs,
Ce titre-là que je voulais rajouter, auquel peut-être je parle, c'est celui de fils d'une institutrice d'école maternelle, ce qui m'a valu et donné lieu au fait de passer de nombreuses heures de mon enfance dans une école maternelle où j'habitais, et à la cantine le midi pour manger avec des enfants plus petits que moi pendant de très nombreuses années. Et je me suis toujours dit d'ailleurs que si j'étais enseignant un jour, ce serait à la maternelle, parce qu'on peut y faire de la pédagogie pure, et qu'il n'y a pas de question de compétences, de savoir. Les compétences, enfin, on peut chanter faux, on peut, mais disons que ce qui compte, c'est quand même les questions qu'on se pose sur la manière dont on va partager avec des enfants, qui sont aussi des élèves, ou l'inversement, un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que j'ai eu cette chance d'être biberonné au BT de la pédagogie Freinet. On n'est peut-être plus si nombreux, tant j'ai l'impression que l'école a changé depuis cette époque. J'ai eu vraiment l'impression d'avoir la chance, au fond, d'être à l'école dans une période un peu miraculeuse, ce qui m'amène au deuxième sujet, qui est celui de l'évaluation des notes. Période miraculeuse dans le sens où, oui, je suis rentré au collège en 1975, l'année de la loi sur le collège unique, dans un CES d'une ZUP de la banlieue nantaise, et je dois dire que je n'ai pas eu de notes chiffrées avant le lycée. Les notes, c'était des lettres. Que de toute ma scolarité, de la maternelle jusqu'à l'université, je n'ai jamais connu le moindre classement, par exemple, et qu'à l'école primaire, je n'avais bien entendu pas de devoir à faire à la maison. Ces choses, j'y ai sans arrêt pensé en comparant avec les scolarités que mes enfants connaissent et qui me semblent très différentes et pas forcément aller dans le sens progressiste de l'histoire dans lequel je croyais être embarqué, au fond, dans ces années 70. Ces changements me semblent assez largement impensés, en fait. Comme d'ailleurs la transformation du groupe social au cœur de l'éducation nationale, celui des enseignants qui a beaucoup changé. Ces enseignants qui étaient les miens, qui venaient de faire mai 68 quand ils étaient mes jeunes professeurs au collège ou au lycée, j'ai du mal parfois à les reconnaître et à reconnaître ceux qui sont probablement pourtant leurs enfants à bien des égards. Les notes, je dois dire que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette focalisation sur les notes, cette centralité des notes. Comme parent d'élèves assistant à des conseils de classe, combien de fois je me suis fâché avec les enseignants pour des... Non seulement, je vous disais, je n'ai pas eu de notes chiffrées, mais là, je vois des notes avec des 2 décimales derrière la virgule. Au fond, les seuls qui ont une attitude en général responsable par rapport à l'évaluation, ce sont les professeurs d'éducation physique et sportive. Ils ont une vraie réflexion sur leur pédagogie et sur la manière d'évaluer. Évidemment qu'ils ne vont pas noter en fonction de la performance sportive pure. Ça n'a aucun sens. Mais pourtant, les profs de maths, c'est ce qu'ils font. Ils mettent les meilleures notes à ceux qui courent l'exercice le plus vite. Comme si les profs de gym mettaient les meilleures notes à ceux qui courent le 100 mètres le plus vite. Et je crois qu'il y a là un travail commun à faire dans l'éducation nationale sur cette centralité des notes qui me paraît plus que problématique. Je voudrais venir, c'est très décousu, à un autre point qui me soucie, et pas seulement pour l'école, qui me soucie de façon générale. Mais l'école, il joue un rôle important, et en particulier en France, où l'école a cette importance considérable dans la société. On a l'impression qu'on reste élève toute sa vie, en fait, quand on est passé à travers l'école française. C'est pas le cas dans d'autres pays. Hein. On s'en détache beaucoup plus. On apprend à comprendre que les connaissances et le savoir, on peut les acquérir autrement, que l'école n'a pas le monopole légitime de la connaissance. Et au fond, ce qui m'inquiète et dont je voulais vous parler, c'est l'infantilisation. L'infantilisation qui a gagné les médias, qui a gagné la presse, que j'ai vu avoir pour effet de rétrécir les articles. Et cette infantilisation, elle me saute aux yeux quand à chaque rentrée scolaire, j'ai la curiosité d'ouvrir quelques manuels qui sont distribués à mes enfants. Je n'en reviens pas de ces choses que j'ose à peine appeler des livres en général.
C'est-à-dire que ça me rappelle, quand j'étais enfant, vous savez, ces livres-disques où il fallait tourner la page quand on entend la clochette. On prend les gens vraiment pour des idiots, quoi. On les prend par la main, on a beaucoup de frises décoratives. On a vu ça dans les journaux, hein, Libération, où j'ai travaillé, a commencé à inaugurer ces frises avec des statistiques, le chiffre du jour, la cartographie. Tout ça ne sert à rien, c'est purement décoratif. Ça a commencé par l'édition en Grande-Bretagne des livres d'Orling Kindersley, suivi très vite par les éditions Gallimard Jeunesse, c'est-à-dire des livres conçus comme des magazines dans lesquels finalement les images priment sur le texte et qui font qu'on n'a plus jamais de texte, plus jamais de récit. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un manuel scolaire, même les doubles pages de cours, qui sont comme des intercalaires entre les doubles pages de documents d'ailleurs qui peuvent être intéressants en eux-mêmes, mais ces doubles pages de cours sont proprement illisibles. Des cours d'histoire, des cours de physique, des cours... J'ai essayé toutes les matières. Je n'y comprends rien. Je ne suis pas embarqué. Je ne suis pas... et je n'apprends ni à lire, ni à écrire. Et ça, cette incompétence à l'écriture en particulier, que j'ai vue auprès de mes étudiants à l'école des hautes études en sciences sociales, qui est très, très inégalement partagée. Grosso modo, les étudiantes qui savent écrire, ce sont ceux qui sont élèves dans les écoles normales supérieures. Ils ont été entraînés de façon incroyable à ça, en y passant un temps fou, et ils savent écrire, pour la plupart d'entre eux. C'est beaucoup plus rare pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de passer à travers ces apprentissages intensifs, que je ne vous conseille pas. Je pense qu'il serait beaucoup plus malin de répartir ces apprentissages dans le temps, sur la durée du curriculum précisément, apprendre à écrire, c'est un journaliste qui parle, c'est pas rien, et c'est pas pour devenir auteur de livres ou pour devenir journaliste, c'est pour devenir citoyen, c'est pour avoir un rapport au monde qui passe par la lecture et par l'écriture. Et cette infantilisation, elle est quand même, elle est partout, elle est dans les musées, elle est sur les cartels des œuvres, elle est, vous la voyez partout comme moi. Il y a un très bon livre d'un philosophe politique américain, Benjamin Barber, qui montre comment, au fond, elle est en accord avec les techniques les plus avancées du capitalisme, et en particulier du capitalisme qui se développe à la faveur de la mutation numérique. Enfin, je regarde le temps que j'ai, je vais aller vite. Une chose qui me paraît très très importante et que j'ai placée au cœur de mon enseignement à l'école des hautes études en sciences sociales, et dont j'imaginais pas à quel point elle serait déroutante ou déstabilisante pour les étudiants, c'est, je crois, la nécessité absolue pour l'école, et quand je dis l'école, c'est de la maternelle jusqu'à l'école des hautes études, de laisser une place, et une place importante, à ce que dans mon métier de journaliste, on appelle l'actualité. On ne peut pas... l'idée selon laquelle, pour pouvoir bien apprendre, il faudrait se tenir à l'écart du monde, me semble extraordinairement dangereuse. Évidemment, la question du climat permet de le comprendre. Il s'agit d'une actualité au long cours, mais on voit bien comment elle s'est accélérée au cours de ces dernières années. À chaque fois, me rendre compte que quand il se passe quelque chose d'aussi fondamental que les débuts de la pandémie, ou les manifestations et la prise du Capitole aux États-Unis, pour prendre deux exemples récents, aucun enseignant n'a jugé bon de se saisir de cette actualité pour expliquer à mes enfants ce qui s'était passé la veille. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que c'est des gens qui ne s'intéressent pas au monde? Est-ce qu'ils ne se sentent pas autorisés? Est-ce qu'ils ont peur d'être accusés de biais? Est-ce qu'ils estiment ne pas avoir les ressources intellectuelles pour parler de ce qui s'est passé? Mais à quoi ça sert l'école si ça ne sert pas à vivre en temps réel dans le monde dans lequel on habite? C'était pas au programme, voilà. Et donc, cette question de l'actualité me semble absolument essentielle pour faire le lien entre l'école et le monde, parce qu'au fond, si on ne le fait pas, on sait très bien que ce lien, il va être fait au dîner dans un certain nombre de familles, et il ne sera pas fait dans d'autres familles. Et c'est comme ça que ça marche.
Je voudrais juste terminer à propos de la dernière chose que j'expérimente, puisque comme je vous le disais, mon fils vient d'entrer en seconde, qui est la réforme du lycée et celle du baccalauréat. Je connais bien l'un des responsables de ça, Pierre Mathieu, on était étudiants ensemble, on continue de se parler. Je ne vais pas tarder à l'appeler pour lui faire part de mon expérience de parent d'élève. Ça part des meilleures intentions du monde. Intention numéro 1, privilégier le choix des élèves, faire en sorte qu'ils puissent au lycée choisir les matières qui les intéressent. Intention numéro 2, par rapport au baccalauréat, arrêter le bachotage et privilégier le contrôle continu. Sur le papier, je suis d'accord avec ces deux intentions, bien évidemment. Sauf que, première idée, choisir et rétrécir le nombre de matières en première à 3, en terminale à 2, principales. Ça ne marche pas comme ça. Il y a Parcoursup derrière. Il y a des formations qui requièrent un certain nombre de ces choix, de ces spécialités pour pouvoir y entrer. Et donc, il serait totalement irresponsable de ne pas expliquer aux élèves qu'en choisissant telle et telle matière, ils n'ont aucune chance d'accéder à ce qu'ils souhaitent faire plus tard, c'est-à-dire, par exemple, choisir de faire de SVT et chimie pour pouvoir faire des études de médecine. Ben non, non. Il faut faire des mathématiques, c'est pas possible autrement, pour ne prendre qu'un exemple. Mais ça vaut dans tous les domaines. Et donc on a là une réforme qui fait le contraire du sens de l'histoire. Le sens de l'histoire pour moi c'était quoi? C'était de faire que le premier cycle à l'université soit une prolongation de 3 ans du lycée, ce qui a fait PSL en créant le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures, en proposant aux étudiants jusqu'en L3 de ne pas choisir entre ce qui était autrefois les 3 grandes filières du lycée, au fond, de façon à garder un enseignement le plus généraliste possible. Ce qui se passe, de fait, dans les universités américaines, où on peut faire et de la biologie et de l'histoire pour son bachelor, et n'être pas pénalisé pour entrer dans un master plus tard. Donc là, on marche sur la tête. On marche totalement sur la tête. Et puis, donc, dernier point, la réforme du baccalauréat et le contrôle continu. En fait, ce que ça a réussi à faire, c'est à transformer en examen permanent, en examen continu, une année scolaire. Et là encore, c'est l'obsession des notes. Mais c'est tout le temps. C'est-à-dire que le baccalauréat se déroule du début de la première jusqu'à la fin de la terminale, pendant 2 années. Alors, laissez-moi espérer, croire qu'il est possible de communiquer, quand on est enseignant, avec les parents des élèves qu'on a en face de soi, autrement qu'avec les chiffres des notes. Je vous remercie.